Alors je suppose que Dominique et Farida vous l'ont déjà dit, mais nous sommes très heureux de tenir ce rassemblement aujourd'hui, malgré toutes les contraintes qu'il faut bien sûr respecter. Puisqu'on est bon pour aller au boulot, puisqu'on est bon pour s'entasser dans les transports, eh bien ça doit être aussi possible de discuter collectivement de nos affaires. Et je pense qu'on est tout à fait capable de le faire, y compris en assurant des conditions de sécurité aussi bonnes, voire bien meilleures que celles auxquelles on est confronté au quotidien. En tout cas, je peux vous garantir que malgré cette épidémie, et en respectant, bien entendu, toutes les précautions nécessaires, nous continuerons de militer, de défendre nos idées et nos perspectives. Parce que c'est précisément dans ces moments d'inquiétude et puis aussi de bouleversement dans la vie de beaucoup d'entre nous que nous avons besoin de comprendre ce qui nous arrive et d'avoir donc une politique et des perspectives. Et quand je dis nous, je parle du monde du travail, je parle des salariés, qu'ils soient en emploi, au chômage, je parle des retraités, des jeunes, des classes populaires. Oui, nous avons besoin d'avoir notre politique, notre plan d'action, notre programme et nos perspectives, parce que ce gouvernement ne nous protège ni du virus, ni de la crise économique. D'abord, quelques mots sur cette crise sanitaire. Ça fait maintenant 6 mois que nous vivons au rythme du coronavirus. Et ce qu'on constate, c'est que le gouvernement est toujours dépassé par les événements. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des masques. Maintenant, il y en a. Bon, et on s'en sert. Et on constate quand même que pour ce qui dépend de la population, eh bien, les efforts, ils sont faits. Parce que porter les masques, respecter les gestes barrières, les protocoles sanitaires, eh ben oui, nous le faisons au quotidien. Et puis, ça porte ses fruits, parce que la vitesse de circulation du virus a considérablement ralenti. Eh bien, malgré cela, il est toujours impossible pour les autorités sanitaires de tester, de tracer et d'isoler les malades. Il est impossible de savoir vraiment où se font les contaminations. Et puis, même avec un afflux de malades moindre, bien moindre que celui qu'on a connu en mars-avril, eh bien, certains hôpitaux sont déjà au bord de la saturation parce que le gouvernement n'a rien fait, mais alors absolument rien, pour réarmer le système hospitalier. Il n'a pas fait de plan d'urgence pour les hôpitaux. Il n'a pas fait de plan d'urgence pour les hôpitaux. On l'a vu, le plan d'urgence pour les entreprises. Il est à 100 milliards. Rien de tel, évidemment, pour les hôpitaux. Alors tout ça, aujourd'hui, c'est en train de retomber une fois de plus sur le personnel. Après avoir été applaudis, eh bien, les hospitaliers sont priés de sacrifier leur jour de repos, vous avez vu, de revenir sur leur jour de congé, et puis, y compris d'aller travailler, même s'ils sont testés positifs. Alors, il faut qu'ils soient asymptomatiques, mais même positifs, il faut qu'ils soient au boulot. Autrement dit, ils sont priés de se tuer à la tâche. Et puis, on peut en dire autant pour le personnel des EHPAD. On peut en dire autant des aides à domicile, des auxiliaires de vie, qui se retrouvent aussi dans la même situation, tout aussi mal payés. Alors, dans cette crise, il y a bien sûr une partie d'incurie et de faillite gouvernementale. Mais il y a aussi une raison plus fondamentale, une raison liée à l'irresponsabilité de tout un système où il n'y a que le fric qui compte. Et où investir dans la santé publique, prendre des mesures de précaution, faire de la prévention, tout ça est vu par le grand patronat comme de l'argent jeté par les fenêtres, comme de la dépense publique, c'est-à-dire de la dépense contraire à ses intérêts, contraire à sa sacro-sainte compétitivité. Cette crise sanitaire, elle démontre une fois de plus que la course au profit et la recherche aveugle de la rentabilité est dangereuse et criminelle. Elle l'est dans la santé, elle l'est dans les transports, elle l'est dans l'agroalimentaire, dans l'agriculture, où les contraintes de rendement conduisent à polluer les airs, les sols, les nappes phréatiques. Elle l'est dans le domaine de l'énergie. Alors oui,
il y a de quoi être en colère face aux carences des pouvoirs publics et aux mensonges gouvernementaux. Mais l'ampleur qu'a pris cette crise sanitaire, le nombre de morts et l'incapacité des États, y compris de ceux les plus riches de la planète, à contenir donc cette épidémie, c'est aussi le fruit de l'organisation capitaliste de la société, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et puis, il y a bien sûr cette crise économique dont Dominique vient de nous parler, pour ce qui concerne la région. Eh bien là aussi, on pourrait dresser la carte des départements classés en rouge, en orange ou en vert. Enfin, surtout, on verrait surtout du rouge, en fonction donc des plans sociaux, des fermetures d'usines qui augmentent en flèche, ou on pourrait aussi les classer en rouge parce que les associations caritatives, les restaurants du cœur ou le secours populaire sont débordés. Et parce que chaque semaine, des milliers de travailleurs prennent le chemin de Pôle emploi. En effet, des dizaines d'entreprises licencient. C'est Auchan, Airbus, Renault, ADP, Smart, Courtepaille, La Halle, Boiron, Elior. Enfin, la liste est très très longue. Et il y a évidemment tous ceux qu'on ne connaît pas, qui ne font pas la une du 20h. Il y a des centaines de PME sous-traitantes qui sont aussi prises à la gorge par leurs donneurs d'ordre, dont on ne connaît même pas le nom et qui ferment dans le silence le plus total. C'est ça la réalité du pays. Et le gouvernement laisse faire. Dans l'actualité récente, il y a une annonce de fermeture qui l'a fait réagir. C'est celle de Bridgestone. Alors là, oui, on les a tous vus s'exciter. On a vu Xavier Bertrand, vous savez, le président de la région des Hauts-de-France, gesticuler et même accuser Bridgestone d'assassin. Et tous les politiciens, là, se sont emparés de l'affaire. Tout ce cinéma, c'est justement pour faire croire qu'ils agissent et qu'ils ont des solutions pour les travailleurs. Mais même pour Bridgestone, vous avez vu ce qu'ils proposent ? De remettre des millions sur la table, c'est-à-dire de payer Bridgestone pour qu'il reste à Béthune. Xavier Bertrand, qui a parlé d'assassinat, est prêt à fournir 200 millions à l'assassin. Et c'est la même politique du côté du Rassemblement national, mais aussi du Parti communiste français ou de la France insoumise. Après avoir expliqué tout le mal qu'ils pensent de ces multinationales qui touchent des aides publiques à gogo et qui licencient, eh bien, ils proposent, comme le gouvernement, comme les autres, de leur redonner des millions. Alors c'est vrai qu'eux, ils insistent sur les contreparties et sur les conditions. Mais ils se gardent bien de parler de réquisition ou d'expropriation. Parce qu'en fait, ils sont trop respectueux, tout de même, de ces grands patrons pour aller jusque-là. Et puis, ils n'ont pas envie de mettre spécialement cette idée dans la tête des travailleurs. Alors, même eux, même avec leur réserve oratoire, eh bien, ils participent de toutes ces gesticulations de politiciens. Et c'est pas ça qui va gêner une multinationale comme Bridgestone. Quand est-ce qu'on a vu un patron de multinationale renoncer à ses plans parce qu'il avait signé un bout de papier ? Quand Hollande a mis en place le CICE, il avait conclu, je ne sais pas si vous vous souvenez, un pacte avec le patronat. C'est comme cela qu'il présentait les choses. Le pacte de compétitivité. L'État a accordé des millions au grand patronat en baisse d'impôts, et celui-ci, à son tour, devait investir et créer 1 million d'emplois ou augmenter les salaires. Eh bien, on peut regarder entreprise par entreprise qu'il en est. Cet argent, il est allé droit dans les profits et finalement droit dans la finance et dans la spéculation. Mais on n'a rien vu, ni en termes d'emploi, ni en termes de salaire. Alors, toutes ces histoires de pactes, de contrats, d'accords sont des escroqueries. Le grand patronat est prêt à pousser dans le chômage et le dénuement des millions de travailleurs et à ruiner des régions entières. Et lui, ça ne l'empêche pas de dormir. Récemment, lors d'un débat avec Philippe Martinez, le dirigeant de la CGT, le patron du MEDEF, Roux de Bézieux, bien plus sincère que Martinez, lui a répondu, je cite, « On peut toujours discuter stratégie industrielle, mais au final, c'est celui qui a le capital qui décide. » Eh bien oui,
Jouer au conseiller du patronat sur la façon dont il doit investir son argent, relocaliser et réindustrialiser le pays, comme le font les politiciens de droite ou de gauche et même certains dirigeants syndicaux, est ridicule. Tant que le grand capital reste le maître, eh bien, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Et les discours sur la politique industrielle ou sur le produisons français ne sont que des bavardages de politiciens à genoux devant le grand patronat. Les dirigeants politiques peuvent se faire élire et ils prétendent gouverner. Mais ce sont les actionnaires, la grande bourgeoisie qui impose leur dictature sur l'économie. Et le président de la République et les ministres ne sont que des paillassons sur lesquels les multinationales s'essuient les pieds. Et le grand patronat, il n'a rien à craindre d'eux. La seule chose qu'il peut craindre, c'est en effet la colère des travailleurs, ceux de Hutchinson et de l'ensemble du pays. Ni le gouvernement actuel, ni même les futurs gouvernements ne remettront la bourgeoisie, le grand patronat, sur les rails des investissements productifs et utiles à la société. Parce qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Les capitalistes ne sont pas cette classe d'investisseurs intrépides qu'on veut nous faire croire. Et d'ailleurs, même au début du capitalisme, ça n'a jamais été le cas. Parce que même dans ses débuts, la bourgeoisie a toujours eu besoin de l'État pour la seconder, pour l'aider dans ses différentes entreprises. Et puis surtout parce que les capitalistes n'investissent que si cela leur permet de produire et de vendre plus pour obtenir plus de profit. Et avec la crise qui dure depuis des années, ce n'est plus le cas depuis longtemps. Pour que ces messieurs, les capitalistes, veuillent bien investir et produire ce qui est nécessaire, il faut que l'État prenne en charge, il faut que l'État leur apporte tout sur un plateau, en fait. Les terrains, les locaux, il faut que l'État prenne en charge la formation des salariés, quand ce n'est pas leur salaire. En fait, il faut que l'État leur garantisse leur compétitivité et leur taux de profit. Et c'est exactement à cela que sert le plan de relance de 100 milliards. Le gouvernement l'avoue lui-même, il doit faire ce que les capitalistes ne veulent pas faire. Oui, l'État doit tirer les fameux premiers de cordée. Il doit les booster, il doit leur donner envie. Et il le fait en mettant 100 milliards à leur disposition. En accordant des enveloppes de plusieurs milliards aux capitalistes au nom de l'écologie, de l'innovation ou de la relocalisation, l'État donne à la bourgeoisie une partie du capital qu'elle est censée apporter. Dans l'affaire Bridgestone, l'État et la région sont prêts à apporter jusqu'à 70% des capitaux nécessaires pour moderniser l'usine. Autrement dit, les capitalistes ne servent même plus à apporter le capital de l'entreprise. Ils ne font que pomper ses profits, ils ne font que parasiter le travail et la sueur des autres. Le plan de relance du gouvernement et les aides à tout va pour les grandes entreprises sont l'aveu que la bourgeoisie n'est plus qu'une classe parasitaire. Alors les politiciens qui profitent en partie de ce système peuvent le défendre, c'est dans l'ordre des choses. Mais les travailleurs, eux, n'ont aucune raison de se soumettre à une classe aussi parasitaire et aussi nuisible. On est effectivement confronté à un capitalisme qui est à bout de souffle, au bout du rouleau. La société n'a jamais eu autant de richesses et autant de moyens de les produire. La bourgeoisie possède des capitaux par-dessus la tête. Eh bien, ces capitaux vont de moins en moins dans les investissements productifs et de plus en plus dans la sphère financière. À la bourse de New York, Apple, depuis mars-avril, a vu son cours doubler en 6 mois. Son cours a doublé et la firme vaut maintenant 2000 milliards de dollars, l'équivalent du PIB de l'Italie. L'indice Dow Jones, qui suit la valeur des plus grandes compagnies américaines, a récemment sorti de son classement Exxon, vous savez, la première compagnie pétrolière du monde. Il l'a sortie de son classement pour la remplacer par une autre entreprise qui s'appelle Salesforce, qui est une entreprise de fabrication de logiciels et d'applications basée en Californie. Parce que les capitalistes préfèrent miser sur une entreprise qui héberge des applications
que sur Exxon, qui possède des champs de pétrole, des plateformes offshore, des dizaines de kilomètres d'oléoducs, des raffineries, des usines chimiques et des stations-service. C'est significatif de ce qui est devenu le capitalisme. Un système où la bourgeoisie trouve de moins en moins intérêt à placer ses capitaux dans la production de biens utiles, car les marchés ne se développent plus, ou sont arrivés à saturation, et parce que la concurrence y est exacerbée. Elle investit ses capitaux là où ils sont susceptibles de rapporter beaucoup et très rapidement, c'est-à-dire sur les valeurs financières qui ont le vent en poupe. Un dernier exemple, c'est une entreprise qui s'appelle Nikola, avec un K. Cette start-up veut copier Tesla dans le domaine des camions. Elle promet de développer la fabrication de poids lourds roulant à l'électrique et elle prétend être en mesure d'en faire rouler à l'hydrogène. Nikola est entré en bourse le 4 juin dernier aux États-Unis. Le 9 juin, sa capitalisation boursière atteignait 34 milliards de dollars, autant que la valeur combinée de PSA, Fiat Chrysler Automobile et Renault. Tout ça sans jamais avoir vendu ni même vraiment produit industriellement aucun véhicule. L'entreprise aura un chiffre d'affaires nul pour 2020 et elle n'envisage pas de gagner son premier milliard de dollars avant 2023. Alors, c'est vrai que là, cette start-up promet de produire peut-être un jour quelque chose d'utile. Mais ce n'est pas du tout l'utilité de la chose qui a attiré des milliards de capitaux sur ces actions. Hein, d'ailleurs, il y a des milliers de projets utiles dans la société. Par exemple, l'électrification du continent africain. Hein, tous ces projets très utiles, eux, ils ne trouvent pas de financement. Non, les milliards ont afflué vers Nikola parce que son cours boursier bondissait d'heure en heure et parce qu'aucun investisseur ne voulait rater le bon coup. Les capitaux qui s'accumulent à un pôle sont irrésistiblement aspirés vers la finance et la spéculation. Et cela continuera jusqu'à ce que la bulle spéculative explose. Oui, on est dans un système qui est devenu complètement fou, décadent, avec à sa tête une classe irresponsable. Toute la société est bloquée parce que les capitaux se concentrent dans les mains d'une toute minorité et sont intouchables, inutilisables pour la collectivité. Au nom de cette propriété privée, il est interdit de contrôler l'usage fait de ces capitaux. Il est interdit de les réquisitionner, quand bien même la société en aurait un besoin urgent pour investir dans le logement, dans les transports, la santé ou l'éducation. Alors, si l'on veut que ces capitaux et les moyens de production qui existent servent à répondre vraiment aux besoins de la société, eh bien, il faut en prendre collectivement le contrôle, c'est-à-dire exproprier les capitalistes et gérer collectivement les grands moyens de production. Et il n'y a pas d'issue pour les exploiter dans le cadre de ce système capitaliste. La crise sanitaire, le coronavirus, n'a pas créé la crise économique. Elle existait bien avant. Il n'a fait que l'accélérer et l'approfondir. Mais cette nouvelle phase de crise économique signifie un durcissement du capitalisme, une intensification de la lutte de classe. Pour nous, une nouvelle phase de la guerre sociale. Quand on regarde les chiffres de chômeurs, on voit qu'il a suffi de quelques mois au grand patronat pour détruire plus de 700 000 emplois. C'est-à-dire pour enlever leur gagne-pain à plus de 700 000 personnes. Ah, c'est sûr qu'il a pu le faire très vite. Hein. Il n'a même pas eu besoin de plan de licenciement. Il lui suffisait de mettre fin au CDD et aux missions des intérimaires. Et aux missions aussi, vous savez, à tous ceux que l'on appelle désormais les auto-entrepreneurs, les freelances et micro-entrepreneurs. Oui, il lui suffisait d'arrêter les commandes passées aux prestataires et aux sous-traitants. À cette première saignée s'ajoutent maintenant les plans de licenciement en cours à Air France, Airbus, Nokia, Renault, Smart, La Halle, et puis toutes les PME dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. C'est dévastateur
pour l'ensemble du monde du travail. Et les victimes se comptent y compris parmi les catégories de travailleurs qui passaient il y a peu pour des privilégiés. Les cadres de l'industrie de l'aéronautique, par exemple. Les pilotes de ligne aussi. Hier, ils se croyaient peut-être au-dessus des autres salariés. Bien aujourd'hui, ils réalisent qu'ils sont comme tous les salariés sur un siège éjectable. Et puis, il y a aussi la petite bourgeoisie, et même la bourgeoisie moyenne, particulièrement nombreuse en France. Petits entrepreneurs en tout genre, commerçants, artisans, restaurateurs, boutiquiers, patrons de salles de sport. Des centaines de milliers de personnes qui croyaient que leur propriété les plaçait au-dessus des salariés et qui espéraient que leurs affaires les protégeraient des aléas de l'économie. Aujourd'hui, ils voient qu'il n'en est rien, et ce qui se joue aussi pour eux, pour des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui travaillent dans l'artisanat, dans le petit commerce, c'est aussi leur propre survie. C'est aussi l'avenir de leurs enfants. Et je veux insister là-dessus. C'est que quelle que soit notre situation individuelle, qu'on soit en activité, à la retraite, au chômage ou intérimaire, ou qu'on ait un travail qui paraît stable, nous serons tous frappés d'une façon ou d'une autre par la crise économique. Parce qu'il faut réaliser aussi que c'est toute la vie sociale qui devient plus dure. Dans certains quartiers populaires, la vie est pourrie par les incivilités, la délinquance, les violences gratuites, les trafics organisés. Et comment imaginer qu'ils diminuent demain s'il y a plus de chômage, s'il y a plus de misère et si l'avenir se bouge pour des générations entières de jeunes? Si un guetteur qui travaille pour des dealers gagne plus qu'un ouvrier, si ça recrute sur le marché de la drogue alors que cela n'embauche dans aucune entreprise, comment espérer stopper ce pourrissement? Notre société est celle de l'argent roi. Elle voue un culte à la réussite individuelle, mais elle écarte et elle marginalise des millions de femmes et d'hommes pour qui c'est marche ou crève. C'est vrai dans un pays riche comme la France, et ça l'est à plus forte raison dans les pays pauvres. Alors oui, il y a de la violence dans la société. Mais quand on voit les rivalités internationales, les guerres, les camps, les barbelés, la façon dont sont traités aussi les migrants, eh bien, l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient du sommet de la société. Et les coups de menton d'un Darmanin ou les leçons de morale républicaine d'un Macron ne sont que de la démagogie. De la démagogie d'autant plus révoltante que les premiers responsables de la dégradation de cette vie sociale, ce sont eux. Eux qui méprisent les plus pauvres et qui ne se préoccupent que des affaires des plus riches. Eux qui justifient un ordre social où une minorité s'enrichit en appauvrissant l'écrasante majorité. Eux qui défendent un système d'exploitation qui fabrique les inégalités, les injustices, les frustrations et la haine. Une société basée sur la domination de l'homme par l'homme ne peut rien donner d'autre. Et le capitalisme en crise ne peut rien donner d'autre que cette société en voie de déshumanisation. Alors pour tous ceux qui aspirent à une autre vie et à d'autres relations humaines, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de viser le changement de fond en comble de cette société. C'est l'ordre social capitaliste qu'il faut changer, c'est le système tout entier qu'il faut changer. Alors j'ai insisté sur le fait qu'il s'agit de l'avenir de toute la société, mais c'est bien la classe ouvrière qui possède les clés de la situation, parce que c'est son combat, c'est avec son combat que l'on pourra débarrasser la société de l'exploitation, des classes sociales et des rapports de domination, et c'est avec elle que l'on pourra réorganiser toute l'économie et la société sur des bases collectives. La bourgeoisie ne nous laisse pas le choix. Le monde du travail va devoir se défendre. Alors, nous militons pour populariser un programme de combat qui permettra aux travailleurs, lorsqu'ils se lanceront à nouveau dans la mêlée, de faire avancer leurs intérêts. Les travailleurs n'ont ni capitaux ni cours boursiers à préserver. Ils n'ont que leur emploi et leur salaire.
C'est ce qu'ils ont d'essentiel à sauver dans cette crise. Face à l'effondrement de l'activité, il faut répartir le travail entre tous les travailleurs, qu'ils soient en CDI, en CDD, intérimaires ou salariés de la sous-traitance. Si l'activité est réduite, les cadences doivent baisser et le temps de travail doit être diminué, avec bien sûr des salaires maintenus intégralement. Face à la stratégie patronale d'opposer les travailleurs ou les sites de production en surchargeant d'activités les uns et en mettant les autres au chômage, il faut imposer de travailler moins pour travailler tous. Pas un ouvrier, pas un employé, pas un intérimaire ou un contractuel ne doit être chassé de son poste de travail ni privé de son salaire. Pour résorber le chômage, il faut aussi créer massivement des emplois. L'épidémie de Covid-19 a mis en évidence le manque de personnel dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Mais le gouvernement refuse toujours d'embaucher, malgré cette deuxième vague. Il y a pourtant des millions de travailleurs qui ne demandent qu'à travailler et à se rendre utiles. Ces dizaines, ces centaines de milliers d'emplois ne sont pas créés, non pas par manque d'argent. L'État a bien trouvé 100 milliards pour son plan de relance. Et avec 100 milliards, on peut déjà créer 2,7 millions d'emplois, payés à 1 800 € net, cotisation comprise, pendant 1 an. Si ces emplois ne sont pas créés, c'est que la bourgeoisie s'y oppose, comme elle s'oppose à toutes les dépenses publiques qui ne lui sont d'aucun profit. Quant aux salaires, ils sont indignes pour l'écrasante majorité des travailleurs. Je rappelle ce que Macron avait déclaré au pic de l'épidémie. Notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies rémunèrent si mal, avait-il reconnu. Eh bien, oui, c'est vrai, mais les aides-soignantes, les caissières, les éboueurs, qui ont beaucoup été applaudis et qui sont ceux qui ont tenu justement la société, sont toujours aujourd'hui aussi mal payés. Le gouvernement a concédé 187 € de revalorisation salariale pour les hospitaliers, mais c'est loin des 300 € d'augmentation demandée, et c'est bien loin pour mettre fin à l'hémorragie du personnel dans les hôpitaux. Quant aux caissières d'Auchan, par exemple, eh bien, elles ont eu comme récompense d'être menacées de licenciement. Le seul moyen d'éviter que les travailleurs soient transformés en miséreux, réduits à dépendre de la charité publique et privée, est de porter le SMIC à 1 800 € net et d'augmenter les salaires au rythme des hausses de prix par l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire leur indexation automatique sur les prix. À la logique de rentabilité et de performance de la bourgeoisie, les travailleurs ont à opposer leurs nécessités vitales, des emplois, des augmentations de salaire et un contrôle ouvrier sur les agissements du grand patronat qui nous mène de crise en crise. Voilà le programme de lutte que nous devons défendre auprès des travailleurs. Des luttes qui ne peuvent être qu'imposées à la bourgeoisie, non pas au travers des élections ou par l'action de soi-disant leaders au service du peuple, qui s'empressent de trahir dès qu'ils arrivent aux affaires. Ce sont des mesures qui devront être imposées à la bourgeoisie par le seul langage qu'elle connaît, celui des luttes massives, puissantes, déterminées de la classe ouvrière. Aujourd'hui comme hier, l'émancipation des travailleurs ne sera l'œuvre que des travailleurs eux-mêmes. Le monde du travail entre dans ce tourbillon de la crise sans aucune boussole politique, sans conscience de classe, sans perspective. Et ce ne sont pas les partis de gouvernement qui ont les yeux rivés sur les prochaines élections et la présidentielle de 2022 qui vont les leur donner. La France insoumise, le PCF, les écologistes ou le Parti socialiste passent leur temps à dénoncer le gouvernement, mais pas le pouvoir et l'irresponsabilité de la bourgeoisie, pas le capitalisme. Et plus ils tapent sur Macron, plus ils dédouanent le grand patronat de sa responsabilité. Plus ils accusent Macron de dérive monarchiste ou totalitaire, plus ils cachent la dictature du grand capital. La principale fonction du gouvernement, c'est de gérer les basses œuvres de la bourgeoisie, et c'est précisément de masquer la dictature de cette minorité sur la bourgeoisie, c'est de lui servir de fusible. Eh bien, les partis dits de gauche participent à l'escroquerie.
Faire croire au monde ouvrier que l'alternative est électorale est une tromperie sur l'ennemi que les travailleurs ont véritablement à combattre et une tromperie sur les moyens de se battre. La dictature des grands actionnaires ne repose pas sur des élections. On ne l'abattra pas en votant bien. La base du pouvoir des capitalistes est dans la propriété privée des capitaux. La leur enlever et transformer les grands moyens de production en propriété collective ne se fera pas du haut du gouvernement. Ce sera une lutte entre deux classes sociales. Ce sera le fruit d'une révolution. Fut un temps où la CGT et le mouvement ouvrier dans son ensemble contribuaient à répandre cette perspective. L'idée qu'un jour, les travailleurs prendraient le pouvoir et construiraient un monde de justice et d'égalité. Le Parti socialiste, à sa naissance, affichait, lui aussi, sa volonté de renverser le capitalisme. Dans ses premières années, le Parti communiste se revendiquait de la révolution russe et du pouvoir ouvrier. Tous, ils ont tourné le dos à ces perspectives depuis longtemps. Ils se sont en fait tous résignés au capitalisme et à la domination de la bourgeoisie. Au lieu de militer pour renverser le système, ils se battent maintenant pour le gérer et pour en prendre la tête. Eh bien, nous sommes peut-être les derniers, nous sommes peut-être minoritaires, mais nous restons communistes révolutionnaires parce que toute solution qui se place dans le cadre du capitalisme est à rejeter en bloc. Il faut viser la révolution sociale, le renversement du capitalisme, l'expropriation de la bourgeoisie et le pouvoir des travailleurs. Et nous réaffirmerons, tant que nous en aurons l'énergie, notre confiance dans le fait que les travailleurs peuvent, oui, diriger la société et qu'ils sont capables de la diriger 1000 fois mieux que la bourgeoisie. Et là encore, ce qui s'est passé pendant le confinement et cette crise sanitaire ne peut que nous conforter dans cette conviction. On a vu pendant cette crise que non seulement les travailleurs jouent un rôle fondamental dans la société, qu'ils la portent sur leurs épaules, mais on a vu aussi qu'ils recèlent des trésors d'imagination, d'organisation et d'humanité. Qui a fait face au pic de l'épidémie? Qui a fait preuve de courage et de responsabilité pendant cette crise? Qui a risqué sa peau au premier sens du terme? Qui a fait preuve de dévouement? D'abord le personnel soignant qui a fait face, mais aussi tous les travailleurs qui ont assuré leur poste indispensable pour la société. Les caissières, les magasiniers, les livreurs, les éboueurs, les travailleurs du nettoyage, tout ça pendant que les actionnaires, eux, ils se tairaient. Les travailleurs, les exploités, ceux qui ne sont rien, d'après Macron, ont démontré qu'ils savaient se dévouer pour la collectivité, prendre des initiatives, y compris prendre les choses en main, en fabriquant des masques, en organisant la solidarité, en distribuant des vivres alimentaires à ceux qui n'arrivaient même plus à se nourrir. Qui est indispensable à la survie de la société? Ce sont les travailleurs qui sont à leur poste tous les jours et pour lesquels, bien souvent, le télétravail ne suffit pas. Ce sont les ouvriers qui produisent dans les usines, les chauffeurs qui conduisent camions, bus et métros, les ouvriers agricoles qui nous alimentent en fruits et légumes. Toutes les richesses passent entre nos mains de travailleurs. Et sans nous, rien ne se ferait. Et nous faisons le plus difficile. Alors, collectivement, nous pouvons aussi diriger. Et nous dirigerions 1000 fois mieux que les capitalistes, car nous ne serions pas aveuglés par la recherche fanatique du profit. Nous serions guidés par les intérêts communs au plus grand nombre. Satisfaire les besoins vitaux de tous, à commencer par les plus pauvres, avoir un emploi, un salaire et une retraite digne. C'est cet espoir, cet idéal qui doit nous animer. Cette perspective a toujours été présente, même dans les pires périodes de recul du mouvement ouvrier. Si elle a régressé et presque disparu des consciences ouvrières, c'est qu'il n'y a plus de parti pour la défendre. Eh bien, ce parti, il faut le reconstruire. Alors nous le savons tous, l'état d'esprit des travailleurs est loin du combat nécessaire, ne serait-ce que pour inverser aujourd'hui le rapport de force avec la bourgeoisie. Mais c'est aussi dans ces moments de bouleversement que les consciences évoluent
Et tous les camarades qui ont vécu des grèves, tous ceux qui ont vécu mai-juin 1968 le savent, un état d'esprit, ça peut changer, et vite. Les exploités ne peuvent pas réaliser leur pouvoir d'agir, de décider et de diriger eux-mêmes la société donc ils ne peuvent réaliser cela qu'au cours des luttes massives et puissantes. Dans leur écrasante majorité, ils n'en seront conscients qu'au tout dernier moment, lorsque leur propre combat les mènera aux portes du pouvoir. Cela a été vrai pour toutes les révolutions ouvrières. Cela a été vrai pour la Commune de Paris, comme pour la Révolution russe. En dehors de ces périodes de luttes exceptionnelles, les travailleurs sont exploités. Et la seule chose demandée à un exploité, c'est d'obéir et de se taire. C'est de ne pas penser, c'est de ne rien décider. Et tant qu'ils ne voient pas d'issue, eh bien les travailleurs se soumettent. Et encore une fois, c'est l'évolution de la crise elle-même et la gravité des coups qu'elle subit qui amèneront la classe ouvrière à se battre. Et pour gagner, il faudra que les exploités soient unis. Unis, non pas pour bien voter, je l'ai dit, unis, sûrement pas pour reprendre à leur compte les discours patronaux sur la compétitivité, pas pour se laisser berner par des mots sur le souverainisme, la menace chinoise ou le plombier polonais, unis autour de leurs propres objectifs de classe, unis autour d'un programme de combat qui affirme les besoins vitaux des travailleurs. Ce qui dépend de nous aujourd'hui, c'est de tout faire pour que lorsque les travailleurs se jetteront de nouveau dans le combat, il y ait des militants capables de leur proposer une politique correspondant à leurs intérêts et des militants capables de proposer aux travailleurs de s'organiser dans un parti pour mener leur combat. Il y a eu ces derniers mois des protestations massives auxquelles les travailleurs ont participé en Algérie ou encore en moindre mesure en Biélorussie. Le point commun de ces mobilisations était d'être contre et de dénoncer le système. Mais les travailleurs entraînés dans le mouvement général n'avaient pas d'objectif propre, pas de politique susceptible de faire avancer leurs intérêts. Et c'est lié, ils n'avaient pas d'organisation, ils n'avaient pas de parti à eux. C'est ce qui leur manquait. Alors c'est ce parti qu'il nous faut préparer aujourd'hui, commencer à construire aujourd'hui. On le sait, en dehors de tout mouvement social, il ne peut qu'être à contre-courant et il ne peut pas attirer les foules. Mais il doit rassembler tous ceux qui ne se satisfont pas de la situation. Alors, camarades, j'en appelle à chacun d'entre vous, non pas en disant « aidez-nous », mais en disant « aidons-nous » collectivement pour construire ce parti. Chacun peut y contribuer de bien des façons. On peut s'y engager en y consacrant l'essentiel de sa vie, et il est indispensable que certains d'entre nous fassent ce choix-là, et les plus jeunes d'entre nous en particulier. Mais on peut tous y participer à son niveau, ne serait-ce qu'en discutant et en propageant ses idées dans sa famille, avec son voisin de travail ou de palier. Il y a besoin de toutes et tous pour prendre le contre-pied des mensonges patronaux et des diversions politiciennes au quotidien, ne serait-ce qu'en montrant que l'on n'est pas d'accord. Il y a besoin de tous pour dénoncer la dictature de la classe capitaliste sur la société. Diffuser, propager la perspective d'une société débarrassée de la classe capitaliste. Il faut faire de la politique, tout faire, pour ne pas laisser les partis bourgeois occuper le terrain et les consciences ouvrières. Il faut réaffirmer notre confiance dans la classe ouvrière, qui est la seule classe à n'avoir rien à perdre et qui a un monde à gagner. Tant que nous n'avons pas la force de renverser cette société, nous sommes enchaînés à nos exploiteurs. Mais nous pouvons déjà nous libérer par l'esprit, les idées, les idéaux et les perspectives. Quand un parti révolutionnaire apportait des perspectives à la classe ouvrière, celle-ci se sentait plus forte et plus fière. Même si elle n'était pas en situation de se révolter et qu'elle encaissait les coups, elle avait cette perspective, cet idéal en tête. Un parti qui lui faisait honneur, en défendant les idées les plus fraternelles qui soient, les plus progressistes, les plus prometteuses pour l'humanité. Alors notre fierté, elle est là. Et notre fierté est là. C'est de reprendre ce flambeau. Notre morale n'est pas fonction du nombre de manifestants ou de grévistes à tel ou tel moment. Notre confiance dans l'avenir se fonde sur nos convictions communistes révolutionnaires, notre optimisme révolutionnaire. Notre fierté, c'est qu'un jour, avec tous les exploités de la planète, nous changerons le monde.